C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie et j'accueille Arnaud Brun, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président du conseil de surveillance du groupe Adéquat. Votre cœur de métier, c'est l'intérim, le recrutement? C'est les services, les solutions de recrutement globalement. J'aime bien me présenter comme cela. L'intérim, c'est le gros cœur de l'activité, mais on fait énormément de métiers liés à l'emploi. C'est quoi l'histoire d'Adéquat? Société familiale, donc créée par mon père il y a à peu près 40 ans à Lyon. Et voilà, un gros développement, une PME régionale au début et aujourd'hui une ETI internationale. Donc nous sommes présents dans plus de 7 pays. Et voilà, et toujours l'emploi au cœur de notre activité. Avec ces quelques chiffres, le chiffre d'affaires 2024, 1,4 milliard, plus de 2100 collaborateurs, dont 1600 en France, 420 agences et bureaux, dont 375 en France. Vous avez parlé de l'international, le choix de grandir hors de France. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Plusieurs raisons. Je dirais la première raison sur le développement à l'international, c'était accompagner nos clients. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dirigé par un besoin client. Quand le client avec qui on travaille en France, sur notamment des grands comptes, ont des besoins avec qui ça se passe bien en France, on a un savoir-faire, on a une relation depuis longtemps, ils sont en général assez contents qu'on puisse les accompagner sur d'autres sites. Donc c'est pour ça que nos géographies est surtout en Europe, pour les suivre. Après, je dirais que c'est un moment, c'est aussi un intérêt économique et protéger l'entreprise. On se rend compte, alors quand on vit aujourd'hui une crise un peu mondiale, économique, ça impacte un peu partout, mais en France, on a la malchance en ce moment d'avoir en plus une crise politique et on voit que d'autres pays vont mieux que la France aujourd'hui en économie. Donc ça permet un peu de protéger l'entreprise. Donc là, on est en Italie, ça se passe très bien, l'Irlande est repartie aussi. Et je dirais en troisième point, moi ce qui est intéressant aussi, c'est que le droit du travail n'est pas le même partout. Donc, ce qui est intéressant quand vous êtes à l'étranger, il faut un peu d'agilité intellectuelle. Un peu d'agilité, exactement. Non, et puis ça permet de découvrir des métiers des façons, par exemple, d'emploi qui viendront peut-être en France un jour ou pas. Voilà, donc ça permet de se réfléchir à l'avenir du marché du travail. Vous avez un exemple en tête Oui, j'en ai un. On essaie de réfléchir sur ce sujet. En Irlande, par exemple, l'intérim cadre est en forte baisse, au profit de ce qu'on appelle le contracting en anglais, mais c'est des auto-entrepreneurs qui font le même métier, qui sont délégués chez des clients, mais c'est leur propre patron. Et donc c'est pour des cadres. Et c'est un métier, on voit les personnes ont besoin d'indépendance aujourd'hui, ont envie de créer leur société. Donc ça se développe, ça commence en France, on voit un développement assez fort des auto-entrepreneurs. Alors le marché n'est pas du tout encadré comme il peut l'être en Irlande, mais ça reste très intéressant sur ce sujet. Ça veut dire que vous allez continuer, vous regardez en termes de croissance externe des entreprises ailleurs en Europe L'acquisition, c'est long. C'est long, surtout quand c'est une entreprise familiale. Moi, je pense qu'il est très important de garder ses valeurs. Donc, quand vous avez une acquisition, on regarde les chiffres, on regarde l'implantation géographique, mais on regarde surtout les personnes qui la dirigent. Donc c'est vraiment important qu'ils partagent les mêmes valeurs, qu'ils aient envie de s'inscrire avec nous dans un développement. Donc déjà, ça retarde un peu l'acquisition, ça prolonge les process. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de regarder un peu autour de la France. Voilà, on regarde l'Espagne en ce moment, on voudrait se renforcer en Belgique, on est en train de faire une acquisition en Angleterre. Voilà, donc des pays limitrophes France sur lesquels on a des intérêts. Oui, parce que plus on grandit, plus on grossit, plus c'est compliqué de rester, ou pas d'ailleurs, dans ce qui est l'ADN d'une entreprise familiale en plus. C'est un métier de tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, et puis c'est un travail de tous les jours. Déjà en interne, parce que même en France, quand vous êtes 1500 collaborateurs en France, avec des centres de profit dans toute la France. Vous parliez tout à l'heure, on a 375 agences. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de garder ces valeurs qui sont les mêmes depuis l'origine, de les insuffler. Ça prend beaucoup de temps. Donc il faut les managers, il faut les voir, il faut les rencontrer, il faut faire vivre cette culture. Et à l'étranger, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'abord au moment de l'acquisition, de bien garantir qu'il y ait les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire, la même façon de faire le travail, bien faire le travail. Et de pas arriver avec une arrogance à la française en disant on a toutes les solutions. Non, alors c'est pas tout à fait la culture de l'entreprise. Je pense pas que ce soit le genre de la maison, mais c'est ce que les Européens reprochent souvent aux Français. Je pense qu'il faut faire attention, puis il faut être très modeste dans ce métier. Nous faisons un métier humain. Nous, aujourd'hui, notre actif, ce sont nos collaborateurs en interne qu'on a embauchés ou quand on fait une acquisition, les personnes qu'on recrute. Ce qui est vraiment, nous, notre métier, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de travailler avec nous pour rendre ça auprès de nos clients. Prêt pour l'impact, c'est le titre de cette rubrique. L'impact, et puis plus généralement, on va dire la RSE, ça prend quelle place? Ça veut dire quoi pour un groupe? Je trouve que dans l'intérim, aujourd'hui, globalement, dans le marché même du recrutement, il y a un vrai impact déjà économique fort.
L'intérim, pour donner quelques chiffres, c'est chaque année, c'est plus de 3 millions de personnes différentes qui ont une mission d'intérim. Donc, et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne fonctionnent exclusivement sur le rajout d'activité que grâce à l'intérim. Donc c'est important, donc on a un vrai rôle déjà économique. Et après, il y a un impact social qui est par nature de par notre métier, qui est vraiment important. Aujourd'hui, nous, par exemple, la moitié de nos intérimaires ont moins de 35 ans. Et sur ces jeunes, 90%, le travail temporaire, la mission, c'est leur premier accès à l'emploi. Jamais eu de CDI, jamais eu de CDD. Donc l'accès au marché de l'emploi, c'est le travail temporaire. Donc on a un vrai rôle à jouer, mais je vous parle des jeunes. On est actif sur les seniors, sur les personnes en situation de handicap, sur les jeunes issus des quartiers prioritaires, tous les sujets de la politique de la ville. Oui, alors mais ça veut dire que vous êtes proactif. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, on peut parler qu'il y a une féminisation. Est-ce qu'il y a des process que vous mettez en œuvre, notamment dans certains métiers, pour essayer de lutter contre les a priori, les féminiser? Nous, c'est tout part de nos clients. Le client a besoin, le client va nous appeler, va nous dire, voilà, moi je suis dans l'industrie, j'ai une problématique de féminisation de mes postes, comment on peut travailler ensemble? Nous, notre métier, c'est de réfléchir, de co-construire avec nos clients. Une fois que j'ai dit ça, comment on fait pour aller recruter des femmes dans l'industrie? Donc c'est un vaste sujet et on y prend part, mais c'est important d'aller dans les écoles, d'aller dans les lycées professionnels en amont pour essayer de leur expliquer les métiers sur lesquels il va y avoir un débouché. Et puis après, on parlera certainement de l'intelligence artificielle, mais les outils aussi, aujourd'hui, vous permettent de privilégier un peu des postes, d'éviter les biais pour aller aux besoins de nos clients. Mais est-ce que parfois, alors ça peut être pour la féminisation, ou ça peut être pour la diversité, ça peut être... Est-ce que vous êtes obligé parce que je comprends très bien, évidemment, c'est une demande de vos clients, mais parfois vous pourriez aussi être à l'origine, vous voyez ce que je veux dire, en disant, tu sais que dans ce métier-là, il y a des talents auxquels tu ne penses pas. Il faut peut-être que tu sortes de ton schéma de recrutement un peu classique. C'est ce que je disais quand j'ai employé le mot de co-construire. C'est important. C'est-à-dire que nous aussi, on voit un peu, on est vraiment au cœur de l'écosystème emploi, donc client et côté candidat. Donc nous, on voit l'évolution du marché, des besoins, et c'est notre rôle aussi d'aider le client à s'orienter, de le pousser vers des objectifs qui sont aujourd'hui des politiques publiques d'emploi, voilà, pour qu'il recrute les bonnes personnes. À la fin, l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est le profil pour recruter. Et à nous de faire en sorte de l'aider sur cette mission-là. Sur le handicap, est-ce que vous voyez un effet JO ou pas du tout? C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de bulle là, dans laquelle tout le monde s'est dit c'est merveilleux, on progresse, et en fait il ne se passe pas grand-chose. C'est un sujet d'actualité depuis 2-3 ans. Je ne vois pas d'effet spécifique sur les Jeux Olympiques, mais c'est un sujet des entreprises très important, sur lequel il y a encore beaucoup d'efforts à faire malheureusement, parce qu'on n'est pas au niveau de l'attendu légal pour nos clients, j'entends. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours et comment dire, il faut parler de ces sujets le plus possible, féminisation, parler de handicap, pour que les personnes n'aient pas de problématique, pour se dire nous on recrute tout type de profil. Si vous avez la compétence et le potentiel, venez en faire du travail temporaire, on vous trouvera un emploi. Mais ce qui est dur, c'est de les faire venir pour qu'ils franchissent la porte de notre agence. Et ce E de RSE, la question de environnementale, alors c'est quoi l'impact d'une boîte d'intérim d'ailleurs? Nous, sur l'environnement, nous c'est une société de services, donc on a peu d'impact. Alors bien sûr, on essaie de faire des efforts sur les voitures et sur toute cette partie-là. Nous, l'environnement, comme on le voit, c'est l'impact auprès de chez nos clients. Voilà, nous, on travaille de plus en plus aujourd'hui avec des clients qui sont dans l'industrie verte, dans les énergies renouvelables. Voilà, nous, notre métier, c'est de travailler et plutôt de favoriser ces postes-là. Ça veut dire que les métiers liés au changement climatique ou à la transformation environnementale, ils sont demandés Ils sont demandés énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sur les voitures hybrides et électriques. Donc il y a des industries qui se créent, donc des nouveaux métiers aussi, et sur lesquels nous, on accompagne ce développement. Est-ce que en amont, l'université, les écoles, elles ont anticipé cette demande, ou est-ce qu'il y a un décalage? Non, aujourd'hui, il y a un décalage. Clairement, nous, on pousse pour que les entreprises soient de plus en plus présentes dans les lycées. Je parlais tout à l'heure des lycées professionnels, mais tous les lycées au global. C'est qu'aujourd'hui, on est toujours en manque de profils qualifiés. Les entreprises, c'est vraiment une denrée rare, donc elles ont même plutôt tendance à les embaucher en CDI. Et la problématique que l'on a, c'est parfois des inadéquations entre la formation et les besoins des entreprises aujourd'hui. Donc ça évolue. On a les métiers digitaux, vous parliez des
de l'environnement. Voilà, c'est tous ces nouveaux métiers sur lesquels on n'a pas forcément assez de personnes pour les besoins aujourd'hui. Alors, bon, vous êtes un métier de service, évidemment, vous n'allez pas avoir l'impact carbone d'une industrie lourde. On est d'accord. Mais quand même, vous avez cherché à faire baisser vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je veux bien qu'on détaille un peu ce que vous avez, bien sûr, mais nous, vous avez fait. On a déjà énormément de voitures. Parce qu'on vous dit, on a 380 agences. Et donc, nos commerciaux sont des commerciaux plutôt terrain, d'aller voir nos clients dans les zones industrielles. Voilà, donc c'est comment vous passez d'une flotte de voitures plus propre, comment vous équipez vos agences et le siège de bornes électriques. Voilà, nous, c'est cet impact-là. Renégocier aussi. Vous en êtes où aujourd'hui ? On en a aujourd'hui, à part le siège. Ce qui est difficile, c'est que nous sommes peu propriétaires de nos agences. Donc, équiper des bornes, c'est parfois compliqué dans les régions. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'écosystème du travail temporaire, on a des agents dans des grandes villes, bien sûr, mais dans des toutes petites villes aussi. Et c'est parfois un peu compliqué de pousser, d'aller expliquer aux propriétaires d'équiper un local pour qu'on puisse avoir cette problématique-là. La problématique qui est la nôtre, mais qui est celle en ce moment en France aussi, c'est de pouvoir recharger sa voiture. Hein. Oui, bien sûr, ça reste une problématique. Ça reste une grave problématique. Alors après, sur le siège, ça c'est facile, vous avez plus de place. Mais sur des centres de profit, vous avez 2-3 personnes, c'est un peu plus compliqué. Alors bon, flotte de véhicules, c'est fait. L'énergie, le sourcing de l'énergie, par exemple. L'énergie, pareil, on fait attention sur notre consommation d'énergie. Voilà, après, c'est des messages. On renégocie aussi des contrats pour avoir des contrats plus verts. Voilà, mais nous... c'est vrai qu'on essaie de jouer notre part, on essaie de le faire avec les clients surtout. Nous, notre vrai enjeu, ça reste quand même le social sur le RSE. C'est le S de RSE qui est le plus important. Vous avez rejoint la communauté, les entreprises s'engagent. On les reçoit régulièrement ici. On a souvent eu des partenariats. Pourquoi ? Moi, je trouve que c'est important que les entreprises ont leur part à jouer dans le changement, dans l'impact, si on peut l'appeler comme ça. On a un vrai rôle et je pense que les entreprises qui sont au cœur de la transformation et notre métier sur l'emploi, on a une vraie part à jouer. Je pense que le fait d'être ensemble, à réfléchir ensemble aux côtés des pouvoirs publics, on travaille beaucoup avec France Travail et le ministère du Travail sur notre sujet, ça permet de pousser les entreprises et pousser l'impact de façon très concrète. J'étais il y a 2 jours dans un lycée professionnel, justement pour aller voir les jeunes, pour leur expliquer ce qu'on attend, et puis pour leur proposer aussi des emplois. Voilà, il faut qu'ils soient au courant de tout le champ des possibles, et rien que mieux que l'entreprise pour aller expliciter ça auprès des jeunes. Alors, on va parler de l'évolution du marché de l'emploi, et pour ça, je m'appuie sur la question que Nicolas Gomard, qui était à votre place la semaine dernière, le directeur général de la Matmut, a choisi de vous poser. On l'écoute. Bonjour Arnaud. J'aimerais savoir que, pour une société comme la vôtre, qui est spécialisée en intérim, est-ce que le rapport au travail, qui a quand même évolué ces dernières années dans la société française, est plus un avantage ou un inconvénient pour une entreprise comme la vôtre ? Alors déjà, votre constat, vous, sur le rapport au travail ? Déjà, je ferai une différence moi, entre le recrutement en CDI et le travail temporaire. C'est pour répondre à cette question, si vous me permettez. Ouais. Sur la partie recrutement, on voit un vrai changement. On est plutôt sur des profils cadres. Et on se rend compte aujourd'hui que sur ces profils-là, effectivement, il y a un équilibre vie pro, vie perso qui est beaucoup plus important. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'être intermédiaire, de discuter avec nos clients sur aujourd'hui du télétravail pour les cadres. C'est toujours une demande qui est importante, même si le schéma aujourd'hui des entreprises, quand on entend, est plutôt retour mais ça reste quand même encore important. Donc ça veut dire que si on veut recruter des cadres, vous disiez de la difficulté à trouver des talents, il faut quand même toujours intégrer du télétravail. On est toujours obligé, vie pro, vie perso. Aujourd'hui, la jeune génération a ce besoin-là. Mais voilà, je pense que c'est rentré dans les façons de travailler et on s'est plutôt bien adapté. Et nous, notre métier, c'est de nous adapter à la conjoncture et aux personnes qu'on recrute. Après, sur le travail temporaire, j'ai envie de dire, par nature, c'est la flexibilité, le travail temporaire. Il y a des personnes, et c'est souvent méconnu, mais il y a beaucoup d'intérimaires qui sont intérimaires par choix, donc ils font leur carrière en intérim, et ça leur permet de se former, de changer de voie, de travailler pas forcément 5 jours dans la semaine. Voilà, ça permet aussi de s'adapter au rythme de vie aujourd'hui, et l'intérim permet de changer de métier et de s'orienter s'il faut. Et en interne au sein du groupe Adéquat, le télétravail, ça fait partie c'est rentré dans les mœurs. Très peu. On fait un peu sur des métiers de siège. On le fait sur des marques de recrutement où il y a moins besoin de cette présence. Mais nous, notre métier, c'est quand même de recevoir du public. Nous, nos agences, on a 380 agences en France, avec 2 voire 3 personnes maximum. Et nous, des intérimaires, ils viennent nous voir tous les jours. Nous sommes les employeurs.
Nous avons 35 000 salariés tous les jours en poste. Et donc, ces salariés, ils ont besoin de nous pour leur fiche de paye, pour répondre à des questions, pour leur matériel de sécurité. Donc, malheureusement, on doit être présent physiquement en agence. Mais c'est une vraie question parce que, alors là, j'ai bien compris, mais ça concerne finalement peu de salariés, ceux qui sont au siège. Mais au sein d'une entreprise, il y a ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Et donc, ça crée aussi des questions de convoitise ou de jalousie. C'est une vraie question en termes de RH. C'est pour ça qu'Unicef n'est pas organisé de façon... le principe, c'est que tout le monde fait le même métier. Nous sommes dans la même entreprise. Et donc, s'il n'y a pas de télétravail dans les agences qui représentent le gros de notre activité, il y en a très très peu au siège, parce que ça nous paraît une justice aussi d'entreprise. Oui, effectivement. Il y a un maillage, quand vous dites 375 ou 380 agences en France, c'est un sacré maillage territorial. Vous êtes vraiment partout ? On est partout en France aujourd'hui. Vous avez besoin une agence, c'est vraiment de la proximité. On a des clients grands comptes, mais aussi on a des clients qui vont vous demander un intérimaire très précisément sur une PME, et il faut être présent de son client. Et alors, comment vous aidez les entreprises à connaître un peu spécifiquement, précisément, justement les besoins d'un territoire, l'interaction entre leurs besoins et la réalité du marché du territoire ? Nous, ce qui est important, c'est que les outils informatiques aujourd'hui nous aident de plus en plus. On a vraiment on a créé un outil, et c'est pour ça que l'IA nous aide beaucoup sur ces points-là, notamment pour dire, voilà, le bassin d'emploi, ici, donc on se sert de toutes les bases publiques pour faire un mapping un peu du territoire, pour savoir quels sont les postes qui recrutent à un endroit donné. Alors, ça aide le client pour dire, si toi, tu es dans cette zone, tu as besoin de logisticiens, là, il y a le volume pour pouvoir trouver les personnes qu'il te faut. Donc, nous, c'est vraiment un rôle de conseil. Et puis, quand on prend des personnes localement, une agence, c'est une centaine d'intérimaires par agence, et entre 15 et 20 clients, vous avez cette connaissance du client qui est assez forte pour aller justement discuter avec lui, voir ses besoins et évaluer un peu ses problématiques pour répondre à ses besoins de recrutement. Il nous reste 8 minutes, on va passer beaucoup de temps sur l'IA pour terminer, mais toujours sur les ressources d'un territoire et alors peut-être des idées reçues sur la question des secteurs en tension, des gens qui veulent pas travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce que vous devez entendre à longueur de journée sur la réalité du marché du travail en France. Alors moi, je pense que quand on dit que les Français veulent pas travailler, que certains sont par choix, moi je suis vraiment contre cette opinion. Nous, on le voit aujourd'hui, les personnes veulent travailler. Le problème que je vois le plus, c'est l'inadéquation au poste. C'est parfois pas les bons profils pour les bons postes. Sinon, on ne comprend pas pourquoi d'un côté il y a des secteurs en tension et pourquoi de l'autre il y a toujours X millions de chômeurs dans notre pays. Et nous, le travail temporaire, nous formons beaucoup. Nous, chaque année, nous formons plus de 15 000 personnes. Nous faisons travailler 200 000 intérimaires et donc 15 000 de ces 200 000 sont formés. Donc moi je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur de la pédagogie pour aller. Et donc ça passe par le niveau scolaire pour aller aussi dans les bonnes filières. Et puis à nous de former aussi pour être en adéquation avec les besoins. Je ne pense pas que des personnes soient au chômage par choix. Allez, le chapitre consacré à l'intelligence artificielle, je m'appuie sur une citation, une de vos citations. Il faut considérer l'intelligence artificielle comme un outil, pas un remplaçant. Elle nous permet d'être encore plus disponible et pertinent pour nos clients et nos candidats. Déjà, comment vous l'utilisez, vous, aujourd'hui, au sein d'Adéquate, l'intelligence artificielle? Moi, quand j'ai commencé, on a vraiment été très en amont sur ce sujet, parce que je voyais le changement et je trouvais qu'il était très important d'éduquer donc déjà un peu tout le monde. Donc nous, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est rassurer tout le monde. Pour leur dire, l'IA va pas vous remplacer, va vous augmenter. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que pour moi, la relation humaine, qui est vraiment le cœur de notre activité, va être renforcée par la présence de l'intelligence artificielle. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais quand vous éliminez toutes les tâches très chronophage, on fait un métier très administratif, vous avez du temps pour aller parler avec vos clients, pour aller parler avec vos candidats. Et ce temps-là, c'est les outils qui vous permettent de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Première chose, c'est qu'on leur dit il faut donner un chat GPT à tout le monde. Donc, on a mis un chat GPT interne. Donc, tout le monde Vous avez créé votre... On a pris les chats GPT du marché, mais on l'a existant, mais on l'a fermé à notre environnement. D'accord. Voilà, donc chacun, on ne voulait pas que nos données confidentielles soient dans le public. Absorbe sûr, Donc chacun peut poser ses questions, et ensuite, au fur et à mesure des années, on l'a amélioré. Donc aujourd'hui, ça peut vous poser 2-3 questions, ça vous permet de vous créer une annonce pour la diffuser directement. Ensuite, ça permet de faire une synthèse d'entretien très rapide pour vos clients. Maintenant, ça permet d'anonymiser un CV pour l'envoyer à nos clients très rapidement. Et on fait plein d'éléments qui nous permettent aujourd'hui
de faciliter la vie en agence. On fait un métier très administratif et le but, c'est de les faciliter. Et là, on est en train, donc ça vient de sortir, là aujourd'hui, pour chercher dans notre base, ça vous donne, vous parlez à l'IA, comme on se parle aujourd'hui, Thomas, et ça permet directement de vous trouver les 10-15 profils dans notre CV Tech interne qui correspondent à votre question. Et donc, on parlait tout à l'heure de féminisation. Par exemple, vous pouvez, à poste équivalent égal, vous pouvez dire mettez les femmes en premier. Voilà, donc ça permet indirectement d'inciter à répondre à vos objectifs de recrutement. Mais ça veut dire qu'à partir d'IA générative existantes, vous êtes en train de créer votre propre IA? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors c'est des outils, l'IA ça va tellement vite que c'est souvent des outils dont on n'est pas propriétaire. Donc on met des briques et à l'aide de toutes ces briques, on crée notre propre système IA. Le terme est peut-être un peu fort, mais voilà, on crée notre propre outil pour répondre à nos problématiques aujourd'hui. Vous avez combien de personnes qui travaillent en interne sur ces questions, pas seulement d'IA, mais d'innovation Sur l'informatique au global, nous, ils sont 80 et ils sont 40 à travailler exclusivement sur IA, innovation. C'est vraiment... peu en mode start-up interne, est-ce qu'on peut dire ça? On le fait, c'est-à-dire si vous voulez vous transformer, il faut que ce soit des personnes qui soient un peu à côté de votre organisation. Donc certains font que ça, c'est-à-dire réfléchir un peu à l'agence de demain, au monde du travail de demain, et proposer des solutions qui pourraient améliorer la productivité, améliorer le travail de nos équipes. Alors, j'entends l'argument, vous dites c'est pas un remplaçant, mais alors il y a quand même un certain nombre d'études, alors ça va dépendre des métiers évidemment, mais il y a une étude récente chez l'université de Stanford aux États-Unis qui montre que l'intelligence artificielle entraîne une baisse de l'emploi, particulièrement si on regarde les jeunes travailleurs avec des postes un peu moins qualifiés dans des secteurs qui sont exposés à cette technologie. Et là, ils en citent deux, développement logiciel, service clientèle. Il y a quand même, c'est une mutation qui est tellement radicale qu'il y a forcément des métiers qui vont disparaître. C'est sûr, mais c'est très clairement, on le voit nous. Mais il y a d'autres qui se créent. Oui. Voilà, donc c'est comme toute transformation et mutation économique ou industrielle qu'on a pu voir par le passé. Bien sûr qu'il y a des métiers, vous parlez des métiers de centre d'appel sont en train de disparaître très clairement, les métiers un peu moins qualifiés, mais en remplacement d'autres métiers qui sont en train de se créer. On a un peu parlé tout à l'heure sur le digital, c'est des métiers qui se créent aujourd'hui. Même au sein du digital, aujourd'hui, il y a moins de besoin de développeurs, parce que l'IA développe très bien toute seule, mais il y a besoin de beaucoup de personnes pour générer l'IA et pour... donc tous ces métiers sont en train de se transformer. Donc là, on est en plein dedans et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une visibilité très sûre sur l'évolution du marché demain. Mais clairement, nous, en interne, en tout cas, là, moi, ce en quoi je suis persuadé, c'est que la relation humaine va quand même sentir renforcer tout ça. Aujourd'hui, on a besoin, le client a besoin qu'on aille le voir, l'intérimaire, il a besoin qu'on suive sa carrière, qu'on l'aide à se former, qu'on discute avec lui. Mais est-ce que, alors, je pousse le raisonnement. Ça veut dire que parce que vous, votre métier, c'est d'anticiper sur aussi ce que sont les métiers de demain, etc., etc. Et ça veut dire que il faut forcément savoir utiliser l'outil IA parce que son métier va être transformé par l'outil. Je pense qu'aujourd'hui, maîtriser l'intelligence artificielle, c'est un besoin. Clairement, après, ça dépend des métiers, mais je parle en interne. Mais moi, j'étais très surpris quand on a lancé notre chat GPT interne. Il y a 90% des personnes qui s'en servent tous les jours. On a 1500 collaborateurs. Donc, on a une adhésion à l'IA aujourd'hui parce que c'est quand même assez simple d'accès. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils s'en servent forcément pour des usages essentiels? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser l'IA pour faire des choses qu'on pourrait faire aussi bien, parce que l'IA derrière, c'est des serveurs qui tournent, c'est de la consommation énergétique, de l'eau, etc., etc. Et on en revient à un autre de nos objectifs. Il y a des tâches aujourd'hui, ça facilite et ça accélère vraiment. Nous, par exemple, je vous parlais, on a un métier très encadré juridiquement, et parfois il faut pouvoir répondre à un client. Aujourd'hui, on a digitalisé toute notre base juridique, et ça permet de poser une question et d'y répondre très précisément. Avant, on avait l'information, mais il fallait chercher dans 10 PDF pour trouver la bonne information et être sûr qu'elle soit juste et récente. On perdait du temps. On perd du temps, et puis parfois l'information n'est pas bonne donnée à nos clients. Donc ça fait vraiment gagner un temps important. Après, sur d'autres métiers, aujourd'hui, nous, c'est vraiment un support. Nous, le but, c'était comment on enlève le papier, comment on enlève les tâches qui sont répétitives et chronophages. Bien sûr qu'un humain pourrait continuer à le faire, mais je pense qu'il est mieux chez nous à aller s'occuper des personnes, prendre du temps, comme on se parle aujourd'hui, plutôt que d'écrire pendant 10 minutes pendant qu'on se parle, au moins comme ça, la restitution, elle est faite immédiatement après. Voilà, vraiment des outils qui servent
renforcer la relation humaine. Et moi, je leur dis, moi, je suis prêt à investir, mais retrouvez du sens dans votre métier, allez voir les personnes, allez voir vos clients, essayez de comprendre un petit peu. Un dernier mot, est-ce qu'il y a des biais qui peuvent se transmettre à une IA, et notamment dans une question de recrutement? Après, c'est tout un problème de data. Et nous, notre gros travail aujourd'hui, c'est savoir comment est codée la data. Nous, on a 1500 personnes, donc tout le monde qui remplit cette base. Donc là, il faut être très vigilant. C'est comment est gérée la donnée au sein de l'entreprise. Bien sûr qu'il y a des biais. Donc ça, on est très, très vigilant là-dessus, notamment sur le recrutement, vraiment au cœur de toutes les problématiques possibles. Vous parlez de féminisation. On a aussi des différents profils. Il faut qu'on arrive à enlever tout ça pour recruter la meilleure personne. Merci beaucoup Arnaud Brun et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.